Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau mardi de la grille dédié à l'Espagne. Merci pour votre ponctualité, merci pour vos inscriptions en nombre ce matin. Je souhaite saluer également Eric qui est avec nous ce matin, Eric Catala, que je vais vous présenter d'ici une petite minute. Eric sera notre intervenant ce matin pour vous parler donc du marché de l'agriculture, de l'élevage et des agritech en Espagne. Avec nous ce matin aussi Isabelle, que je ne présente plus, qui est votre chargée d'affaires BCI, agriculture et pêche. Bonjour Isabelle. Bonjour Karen, bonjour Eric, bonjour à tous. Donc, Alors, j'espère que ces informations-là vous seront utiles, hein, et puis de toute façon à votre disposition pour échanger après la réunion quand vous le désirez. merci Isa. Alors, ce matin, donc, nous allons vous parler de différents points clés qui marquent les différentes opportunités dans le secteur de l'agri et de l'élevage en Espagne. Avant de vous présenter plus en détail Eric, donc notre intervenant, et de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Comme vous le savez, c'est un moment privilégié pour vous, au cours duquel vous pouvez poser vos questions, partager vos expériences. Vous avez la chance d'avoir en face de vous un expert qui peut répondre à vos problématiques, à vos questions, qui peut vous accompagner dans vos démarches de développement commercial sur l'Espagne. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vos micros sont ouverts, donc à vous de prendre la parole quand vous le souhaitez. Si vous préférez écrire vos remarques ou vos questions, faites-le grâce au petit module conversation. Encore une fois, voilà, vous êtes libre d'intervenir et de prendre la parole quand bon vous semble, donc faites-le. Ce webinaire se veut interactif, on aimerait bien ne pas être les seuls à parler avec Eric et Isabelle, donc surtout, n'hésitez pas. Et si vous préférez poser vos questions ou exposer vos problématiques, faire un état des lieux de votre développement en Espagne, plutôt en off. Comme l'a dit Isabelle, on est à votre entière disposition. Organiser une visio avec Eric et Isabelle, c'est très très facile et très très rapide. Donc envoyez un petit message à Isabelle ou à moi pour solliciter un rendez-vous B2B en visio après le webinaire. On sait être réactif et flexible, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Alors, je vais vous présenter donc Eric qui est avec nous ce matin, Eric Catala de IBP. IBP fait partie des prestataires agréés du réseau BCI à l'étranger. On travaille ensemble depuis de nombreuses années déjà, Eric. Et Eric, donc, alors vous avez peut-être eu l'occasion d'ailleurs de voir Eric à l'Open dernier, parce qu'il a animé un atelier. Si ce n'est pas le cas, donc je vous laisse découvrir les compétences d'Eric lors de ce webinaire aujourd'hui. Et puis encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans un accompagnement commercial et du conseil, Isabelle et Eric sont à votre disposition. On aura la chance ce matin aussi d'avoir un témoignage, le témoignage de José María Arribas Fontella, qui fait partie de Agritech Murcia, qui est une organisation donc, dont on vous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et José María nous parlera particulièrement des agritech en Espagne et des opportunités qui se profilent dans ce domaine-là. Je vais passer sur la présentation de BCI. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Vous allez retrouver dans ces diapos donc, qui seront disponibles sur BCI Info d'ici très peu de temps, d'ici un jour ou deux. Vous allez retrouver donc, les différents services que l'on vous propose. Vous savez qu'on est une équipe terrain à votre disposition partout en Bretagne et donc votre interlocutrice privilégiée, c'est Isabelle, puisque c'est votre chargée d'affaires pour votre secteur d'activité. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur cette diapo, Suppliers from Bretagne. C'est un nouveau service que l'on a mis en place il y a un an environ. Donc, c'est réservé aux adhérents de BCI. Si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous encourage fortement à rejoindre l'équipe des adhérents de BCI. Vous êtes plus de 1000 aujourd'hui à être adhérents. Et ça, c'est un des nouveaux services que l'on met en place donc, pour les adhérents. C'est une e-vitrine, en fait,
à destination des acheteurs étrangers. Et grâce à cette e-vitrine, vous avez l'opportunité de présenter tous vos services et vos produits au travers d'une fiche profil détaillée. Pour plus d'informations là-dessus, vous pouvez soit me recontacter Isabelle, et on vous aidera à créer gratuitement votre fiche sur ce e-catalogue. Il a fait ses preuves déjà, ce e-catalogue. Beaucoup d'acheteurs étrangers vont le consulter et sont rentrés en contact avec des entreprises bretonnes et ça a déclenché des ventes. Donc, n'hésitez pas enfin, saisissez cette opportunité que l'on vous propose pour mettre en avant vos services et vos produits. Open de l'International, je ne présente plus ce grand événement. Premier lundi de juillet, tous les ans. Vous avez les chiffres de l'édition 2022 ici et vous recevrez le moment venu une invitation pour l'Open de l'International 2023. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Si on ne veut pas que le webinaire dure trop longtemps, on va démarrer tout de suite. Donc ce matin, Eric va nous faire un panorama général de l'élevage et de l'agriculture en Espagne avec quelques focus. On fera un zoom sur le végétal et les cultures et les opportunités qui s'offrent aux entreprises bretonnes dans ce domaine-là. On fera des focus élevage également avec un zoom porcin, bovin et aviculture. Eric nous fera un petit point, enfin, nous donnera ses recommandations sur comment bien faire du business en Espagne. Il y a quelque chose à savoir, des us et coutumes à respecter, des approches spécifiques à avoir en tête. Et puis, Eric nous fera également un petit point sur l'offre B2B donc, que l'on peut vous proposer en partenariat avec IBP. Et puis viendra enfin le témoignage de José Maria. Pendant 5-10 minutes, il partagera son expérience du marché dans le domaine des agritech. Je te laisse la parole, Eric. À toi de jouer. Je te laisse le micro. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Catala d'IBP. Je suis basé à Madrid. Et je vais vous présenter rapidement le marché espagnol. Alors d'abord, on rentre dans les présentations générales du pays, un recadrage, vous connaissez tous l'Espagne, mais je reprécise quelques points. Donc l'Espagne, c'est 17 communautés autonomes qui sont plus ou moins autonomes et 50 provinces. Les villes principales. Alors, l'Espagne, c'est un pays, quand on vient pour la première fois en Espagne, on est surpris par la taille des villes. Il y a beaucoup de villes importantes. C'est pas comme en France, on a Paris, Lyon, Marseille et quelques métropoles d'équilibre. Et après, on rentre dans les fameuses 36 000 communes. Là, on a des villes qui sont globalement assez importantes, y compris les petites qui ne sont pas si petites que ça. Donc, les principales villes d'Espagne, c'est Madrid, évidemment, qui s'impose devant Barcelone. C'est vraiment le centre économique de l'Espagne. Barcelone, évidemment, est une ville aussi importante avec un peu plus de 5 millions d'habitants. Alors, quand je parle, là, ce sont les chiffres des agglomérations. Séville, 1,3 million d'habitants. Valence, qui est une ville importante donc sur la partie de Levant, sur la façade méditerranéenne, qui fait 1,3 million. Bilbao, qui est la capitale du Pays Basque, qui fait 1,1 million. Et Malaga, on retourne dans le sud avec près d'1 million d'habitants. Donc ça, c'est vraiment les principales villes. On pourrait citer aussi Saragosse, qui fait à peu près 700 000 habitants. Voilà, ce sont les principales villes d'Espagne. La population totale, on est à 47 millions d'habitants. Donc c'est un grand pays d'Europe. Avec une densité très faible, même encore plus faible que la France. Au niveau de la superficie, on est à peu près à 500 000 km², donc c'est vraiment le deuxième plus grand pays d'Europe de l'Ouest, après la France. Donc c'est un pays qui est très vaste. Au niveau de l'économie, la France, c'est le premier client et le troisième fournisseur de l'Espagne, tout confondu. Le taux de chômage en 2021 est 13,4%, ce qui peut paraître beaucoup vu de la France, mais une vraie performance pour l'Espagne parce qu'on a tourné pendant très longtemps à 16-20% de taux de chômage. Il y a un taux de chômage, qui tourne autour de ces pourcentages élevés. Le PIB en 2021 était de 1 200 milliards, ce qui fait c'est à peu près la moitié du PIB, enfin un tout petit peu moins de la moitié du PIB français, et avec un PIB par habitant de 25 460 euros
Voilà, donc on est un peu en dessous on est bien en dessous du PIB français. Le taux de croissance prévu, alors tout ça c'est entre guillemets, donc il y a eu une baisse de PIB très importante comme dans toute l'Europe, enfin dans tout l'Occident et dans le monde entier. On est descendu à moins de 10%, et là on est remonté très fortement en 2021. Et on a une prévision qui est très relative de 4% pour l'année 2022. Voilà. Et la dette publique, elle est à peu près équivalente à la dette française. On est à 116%. Donc, c'est aussi un pays endetté. Alors, juste pour recadrer un peu l'Espagne, je vous dis que c'est un pays où il y a beaucoup de grandes villes, mais c'est un pays où la densité est très faible. Donc, pour que vous puissiez voir un peu comment est organisé le pays, là, vous avez des zones avec des couleurs, des codes couleurs différents. Donc, donc, tout ce qui est en vert en haut, c'est vraiment les zones dynamiques de l'Espagne. Donc, on a Barcelone, Madrid, et puis tout en haut, on ne le voit pas, mais tout en haut, c'est vraiment le Pays Basque autour de Bilbao. Donc ça, c'est vraiment les trois zones les plus dynamiques au niveau économique de l'Espagne. Ensuite, on a les grandes régions, on dit en déclin, mais elles ont encore de beaux restes. C'est tout le nord-ouest de l'Espagne, donc c'est tout le Pays Basque, la région de Santander et la Galice, qui sont des régions traditionnellement industrielles. C'est un petit peu comme nos bassins industriels en France. C'est des régions qui ont un peu souffert. C'est la sidérurgie, c'est le charbon, c'est l'acier, c'est toutes ces activités qui se maintiennent, mais qui ont pas mal souffert ces dernières années. Enfin, il y a vraiment on sent qu'il y a une reconversion en cours sur ces régions-là, mais ça reste des bassins d'emploi très importants. Ensuite, on a les régions en développement. Donc ça, c'est relativement récent. Enfin, ça date d'une trentaine d'années. Donc c'est toute la région en bleu sur le. Donc qui suit tout l'axe tir, transport international routier qui vient de l'Andalousie, qui vient de Murcia, qui remonte jusqu'à la frontière française sur la façade méditerranéenne et qui part après vers l'ouest, vers le Pays Basque. Et là, c'est des régions où on a beaucoup de tech, enfin les nouvelles industries espagnoles qui se développent beaucoup. Tout en haut, on a l'industrie automobile qui reste un pôle important d'activité. Et puis autour en Catalogne, on a le textile, la chimie. Enfin, si on redescend un petit peu, oui, en Catalogne, on a un pôle chimique très important. Voilà, on a des pôles industriels très importants qui sont en plein développement. Ensuite, on a l'espace touristique. Donc là, vous avez les Baléares et puis les Canaries, et puis un petit peu le sud de l'Espagne, évidemment. Et vous avez une grande zone toute jaune là au milieu. Donc c'est un petit peu comme c'est Madrid, qui est une grande ville. Hein. C'est la troisième grande ville d'Europe de l'Ouest après Londres, après Paris, Londres, et voilà. Donc c'est une ville très importante et qui agit un peu comme une pompe aspirante. Donc toute cette zone est un peu désertique et où il se passe pas grand-chose. Donc on dit que c'est un peu c'est une zone d'influence de Madrid qui est un petit peu aspirée. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Paris, avec la décentralisation, mais comme à Paris, ça marche pas en Espagne. Voilà, enfin ça marche pas aussi bien. Et après, on a les espaces ultra productifs. Donc là, si vous regardez donc c'est toujours sur la façade méditerranéenne, à partir de Murcia et jusqu'en Andalousie, vraiment sur le littoral, c'est ce qu'on appelle le Mar de Plástico. C'est des zones hyper productives où on fait, qui exportent tous les fruits et légumes qu'on voit qu'on voit en Europe. Donc c'est les tomates, c'est brocolis, c'est tous ces fruits qui sont exploités sous serre. Et puis c'est aussi des régions très très fertiles où on a à la fois des zones de plaine et puis des zones un peu en altitude. Donc on arrive à avoir une activité une activité agricole à peu près toute l'année. Donc c'est vraiment la grande région de Murcia jusqu'en Andalousie. Et puis ensuite, on a alors attendez, je regarde, espace urbain, j'ai perdu la présentation. Donc la zone urbaine ici en orange, donc ça c'est des zones, il y a pas beaucoup d'activités, mais c'est la région de Córdoba, de Séville, voilà, toutes ces zones-là, de Malaga, où on a du tourisme, mais on n'a pas forcément beaucoup d'industrie. Hein. Et donc voilà, en gros, mais c'est intéressant de recontextualiser la géographie économique et productive de l'Espagne. Alors là, on fait un zoom arrière. Donc les zones d'influence
enfin l'Espagne dans le monde. Donc les principales zones d'influence, évidemment, c'est l'Europe de l'Ouest. Depuis que l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, c'est le principal partenaire économique de l'Espagne. Mais on a aussi le Maghreb, qui est bon, il y a une présence historique au Maroc et au nord du Maroc, à Tanger, et voilà. Il n'y a pas que les Français. Et puis également dans toute l'Afrique, il y a une vraie zone d'influence de l'Espagne dans l'Afrique. Alors moins forte que la France, mais il y a des liens économiques très forts entre la France enfin, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et une partie de l'Afrique subsaharienne. Et évidemment, l'Amérique latine, qui est vraiment le jardin de l'Espagne, du Mexique, même des États-Unis, puisqu'il y a énormément enfin, une grande part de la population espagnole, nord-américaine qui parle espagnol, qu'ils en profitent un petit peu. Et à partir du Mexique, donc là, du Sud, c'est vraiment le jardin de l'Espagne. Il y a énormément d'échanges avec l'Espagne entre chacun de ces pays-là. Donc c'est une région importante et dans le commerce extérieur espagnol, ça se ressent. Donc là, c'est la structure des exportations avec les importations et exportations. Donc les exportations ont énormément, les exportations de l'Espagne ont énormément augmenté entre 2012, enfin sur une dizaine d'années, puisque l'Espagne a fait des gains de productivité importants. Et donc, on a presque 30% d'augmentation du commerce extérieur espagnol, qui atteint aujourd'hui presque 300 milliards d'euros. Et donc, évidemment, il y a eu une chute en 2020 puisque tout s'est arrêté. Et c'est reparti en 2022, mais avec un léger déficit qu'elle rattrape petit à petit. Donc, pour reprendre les grands secteurs d'exportation, bon, on a tout ce qui est bien d'équipement, donc ce sont il peut y avoir du matériel agricole et tout ce qui est autour de l'automobile aussi. Hein, on a toute la région du nord qui est la région de Bilbao qui produit énormément de pièces métalliques. Enfin, l'industrie métallique, la sous-traitance industrielle est très importante dans cette région-là. Donc, c'est une région très exportatrice. Évidemment, ensuite, on a tout ce qui est boissons, alimentation, tabac. Donc ça, c'est un poste important du commerce extérieur espagnol. La chimie, je vous en avais parlé tout à l'heure. On a un pôle chimique très concentré et très important sur la côte méditerranéenne, enfin en Catalogne, mais dans le sud de la Catalogne. Et puis l'automobile, qui est un secteur essentiel pour l'économie espagnole, avec beaucoup bon, on a Stellantis, on a tous les grands acteurs internes, enfin européens essentiellement, qui sont présents en Espagne. Et l'Espagne est un grand pays constructeur de voitures. Pour les importations, on retrouve à peu près les mêmes postes. Hein, bien d'équipement, c'est souvent en miroir. Les produits chimiques, produits énergétiques également. Bon, l'Espagne importe beaucoup de gaz d'Algérie. On en reparle, ça devient d'actualité puisqu'on a un pipe de gaz qui arrive en Espagne. On a tous entendu parler du MidCat qui doit arriver ou pas, qui doit passer par la France. Donc l'Espagne est un pays important importateur de gaz liquéfié. Et puis évidemment, l'alimentation, et on retrouve après les postes habituels. Alors, il y avait une autre, je vais vous parler aussi d'exportation, donc, enfin, pardon, des pays. Donc, les principaux pays, c'est pas dans la slide, mais évidemment, au niveau des exportations, on a un peu plus de 60% des exportations espagnoles qui sont faites vers les pays de l'Union européenne. Et après, ça baisse sur les autres pays d'Europe non communautaires. Et pour les importations, c'est pareil, hein, c'est à peu près 50% des importations qui sont faites depuis les pays de l'UE, hein, de l'Union européenne. Alors, les exportations françaises vers l'Espagne, donc là, c'est quelques infos sur ce qui se passe. Donc, les principales exportations, ce sont les produits industriels. Donc, on a pas mal de demandes. On a pas mal de matériel agricole notamment. On a aussi des équipements pour le secteur d'automobile et des poids lourds et d'autres secteurs. On a le matériel de transport, j'en parlais, mais là, produits finis. Les équipements mécaniques, matériel électrique, produits d'industrie agroalimentaire. Donc, c'est plutôt des produits à forte valeur ajoutée.
On a aussi un pôle aéronautique en Espagne qui est important, enfin, pour la partie militaire, hein, c'est Airbus Militari. Donc, il y a pas mal d'échanges entre la France et l'Espagne à ce niveau-là, donc sur des produits plutôt à forte valeur ajoutée. Il y a des hydrocarbures exportés vers l'Espagne qui viennent de France. Il y a des produits agricoles, évidemment. Il y a beaucoup d'échanges entre la France et l'Espagne au niveau agricole, hein. Voilà, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il y a quand même un déficit de la France vis-à-vis de l'Espagne, puisque la balance est déficitaire. C'est-à-dire que l'Espagne vend plus aux Français que les Français ne vendent en Espagne. Donc là, on rentre dans l'agriculture, enfin dans la présentation l'agriculture en Espagne. Donc là, c'est une petite carte qui présente les différents types d'élevage et de culture en Espagne au niveau géographique. Donc c'est relativement bien réparti sur le territoire. Bon, l'Espagne est un pays qui a un problème de ressources d'eau. Quand vous allez en Espagne, l'Espagne et la France sont visuellement deux pays très différents, hein. On n'a pas les Espagnols nous envient nos grands fleuves et l'eau qui semble être partout en France. Et en Espagne, il y a de vrais problèmes. Donc, ils ont installé tout un des systèmes de barrages et de canaux enterrés pour alimenter les différentes grandes régions agricoles, notamment la partie sud qui manque cruellement d'eau. Et l'eau vient souvent beaucoup des barrages de la région centre de l'Espagne, hein, de la région de Madrid notamment, qui est autour de 800 mètres, et avec tout un système de montagnes. Et donc, on a pas mal d'eau. Et donc, cette eau, elle repart beaucoup vers le sud-est de l'Espagne. Donc, ça permet de faire toutes ces grandes cultures de crucifères, de fruits et légumes, et puis d'alimenter aussi les fermes d'élevage. Donc là, on voit, bon, les porcs, c'est assez bien réparti sur le territoire. Donc on en a beaucoup, surtout dans le nord de l'Espagne et aussi sur la façade méditerranéenne. L'aviculture est répartie un petit peu partout, surtout dans le centre de l'Espagne. Donc là, en Espagne, on a près d'1 million d'exploitations agricoles avec une taille moyenne de 25 hectares, hein, par exploitation. Bien sûr, il y a de grandes variations. On a de très grandes exploitations aussi en Espagne, mais c'est la moyenne en Espagne. Les petites exploitations sont plutôt dans le nord et dans l'ouest de l'Espagne. On a 6,5 millions de têtes de bovins. Donc ça représente 15% de la production animale totale de viande en Espagne. C'est la deuxième surface agricole utile de l'Union européenne après la France, hein. Donc, on a 23 millions d'hectares, dont 17 millions qui sont cultivés et 24% de la culture irriguée, hein. Donc, le reste, c'est vraiment la culture pluviale. L'Espagne est le premier producteur de fruits et légumes de l'Union européenne, donc avec 23 millions de tonnes, et c'est aussi le premier producteur de fruits et légumes bio de l'Union européenne. Pour juste un petit aparté sur le bio, l'Espagne n'est pas traditionnellement un pays c'est un pays qui s'est lancé dans le bio, mais plutôt tardivement. Par contre, depuis très longtemps, enfin depuis une trentaine d'années, l'Espagne est un pays qui a beaucoup investi dans le bio, et donc c'est pas seulement dans les fruits et légumes, mais également dans d'autres produits. L'Espagne est un gros fournisseur de produits bio. Donc, c'est le premier cheptel porcin d'Europe, 42% de la production animale de viande, donc c'est considérable. C'est le premier exportateur mondial de fruits et légumes frais. Et c'est également le troisième producteur d'œufs de l'Union européenne, ça représente 12,3% de la production totale. Et c'est situé derrière la France et l'Allemagne, on en parlera tout à l'heure. Et le deuxième producteur de viande de poulet d'Europe, après le Royaume-Uni. Voilà. Alors, donc là, on rentre un peu dans l'actualité avec tout ce qui s'est passé entre le Covid et puis les problèmes d'inflation et d'augmentation des coûts. Donc, on parle surtout des intrants. Donc là, la consommation intermédiaire dans le secteur agri a atteint le chiffre record de 26 milliards d'euros. Donc, c'est une hausse très importante en Espagne. Et donc, c'est à peu près 13% en 2022. Et c'est principalement dû à l'augmentation des aliments, l'augmentation des prix des aliments pour les animaux, avec plus 16,1%. Donc, bien sûr, ça impacte toute la chaîne de production animale.
Et puis, on a également l'augmentation de la valeur de l'énergie et des lubrifiants qui a augmenté de 34,6%. Alors, l'Espagne, elle a beaucoup souffert au début de l'augmentation du prix de l'électricité. Et puis après, il y a eu un accord avec l'Union européenne pour sortir avec le Portugal du prix adossé au prix du gaz. Donc, l'Espagne est un petit peu préservée aujourd'hui au niveau de l'électricité, mais elle souffre quand même beaucoup sur le reste de l'énergie, y compris l'électricité. C'est difficilement soutenable. Et les engrais, évidemment, puisque les engrais, c'est très énergivore, ont augmenté eux aussi de 11,9%. Voilà. Donc, on revient un peu sur la conjoncture. Donc, pourquoi d'où vient la hausse des coûts de production. Donc, le PIB secteur agricole est passé à 3,6% au dernier trimestre, à moins 2,2% au premier trimestre 2022. Donc, sur un an, il y a une baisse assez importante. Et les ménages, évidemment, ont moins consommé, donc ce qui a eu un impact direct sur le PIB agricole en Espagne, avec l'effet ciseau de l'inflation et de la perte de pouvoir d'achat. Justement, on parle de l'inflation, donc elle est montée, alors c'était très impressionnant, après 10% en mars dernier, elle est aujourd'hui à 6,2%, mais c'est évidemment du jamais vu, même en Espagne, et donc c'était le niveau le plus élevé depuis 37 ans. Donc bon, on sait d'où vient la poussée inflationniste. Enfin, c'est l'augmentation des prix de l'électricité, des carburants, des coûts des produits alimentaires, justement avec l'augmentation des prix de l'alimentation animale, etc. Voilà, ça a impacté un peu tous les principaux postes. Donc, les boissons alcoolisées, par exemple, ont augmenté de 6,8%, les graisses végétales de 32,1%, donc ça c'est assez important dans l'industrie agroalimentaire. Le lait, les œufs de 11%, les poissons et les viandes de plus 10%, les produits à base de céréales, à base de viande bovine sont également en hausse de 9,1 et 7,8%. Donc évidemment, la situation en Ukraine n'aide pas beaucoup, puisque l'Espagne n'est pas autosuffisante au niveau de la production des céréales. Les fruits et légumes espagnols souffrent beaucoup en Espagne. Là, on fait une mission pour une entreprise bretonne, une mission un peu d'analyse et de veille sur l'Espagne. Et on voit que les Espagnols souffrent beaucoup des augmentations, quelle que soit la taille des exploitations. Mais voilà, c'est compliqué, hein, le coût de l'énergie. Et puis après, on va voir, il y a aussi les aléas climatiques qui ont été exceptionnels cette année. Alors justement, la conjoncture, donc pour essayer d'adoucir un petit peu tous ces problèmes, il y a un plan d'urgence espagnol comme en France, hein, de 169 millions d'euros. Alors c'est pas énorme, mais voilà, ça permet à un exploitant d'obtenir une subvention pour son élevage. Donc là, il y a une moyenne de 35 000 euros par élevage qui est fournie, enfin c'est une subvention qui est fournie par l'État espagnol, et ce qui représente un montant moyen de 200 euros par vache pour les exploitations. Donc ça, c'est vraiment pour accompagner les exploitations, les exploitants espagnols. Il y a également des aides dans le secteur du porc ibérique, qui est vraiment un secteur stratégique. Et les œufs aussi, on a vu le poids du secteur avicole qui souffre aussi beaucoup de la situation. Donc, bon, alors les éleveurs de volailles se plaignent un peu de pas être pris autant en compte qu'ils le souhaiteraient. Donc voilà, on voit que toute la filière agricole en Espagne souffre à la fois de l'inflation, de la baisse de la consommation des ménages, et puis de la hausse des coûts, à la production. Voilà. Alors, les aléas climatiques, donc cette année a été vraiment spéciale. Nous, on faisait une veille pour une entreprise qui était en Bretagne. Et donc, normalement, il y a vraiment deux systèmes climatiques qui sont quand même différents. Donc, les productions sont pas toujours, arrivent à peu près à se compléter en termes de timing. Et là, ça a été un peu particulier. Les choses étaient un peu à front renversé.
Et donc là, il y a eu des dégâts importants sur les vergers espagnols, sur la culture des crucifères. On parle des frais noyaux à pépins. Donc il y a eu vraiment y compris des exploitations en Espagne qui ont dû fermer parce qu'elles ont vraiment, enfin les plus fragiles, qui ont dû arrêter leur activité parce que la situation était trop compliquée. Donc combiné avec les autres problèmes. Donc il y a une assurance agricole qui couvre les dommages subis par les problèmes climatiques sur les exploitations. Voilà, juste pour vous expliquer deux, trois choses. Donc, il y a eu énormément de pluie au mois de mars en Espagne, dans toute l'Espagne et particulièrement dans le sud, la région qu'on a vue tout à l'heure qui est très, très productive, donc la région de Murcia. Après, on a eu la Calima. La Calima, c'est un vent du désert qui vient de. On est plus près de l'Afrique, donc il vient régulièrement en Espagne, mais là, il a été très long. Il a duré presque 2 semaines. Et il a couvert toute l'Espagne, y compris Madrid, y compris le nord de l'Espagne. Donc ça a été compliqué parce qu'il fallait après nettoyer les fruits, les légumes, etc. Donc ça a été un manque à gagner important pour l'Espagne. On a eu des épisodes de grêle. Enfin, voilà, ça a été des épisodes de sécheresse très importants en Espagne. C'est un sujet qu'on va aborder après avec José María qui s'occupe des agritech. Voilà, donc c'est vraiment les agriculteurs espagnols, notamment dans les fruits et légumes, ont dû affronter des conditions un peu extrêmes. Alors, Est-ce ça qu'il y a c'est des juste. questions peut-être avant Ouais. qu'on attaque ce premier Zoom fruits et légumes? N'hésitez pas, hein. Puis après, on va dérouler. Je vois le temps qui passe. Oui, Philippe, une question? Ouais, ouais, j'ai une question. On parle là donc des aléas climatiques, donc le gel c'en est un. Quid des épisodes de stress thermique, et je pense notamment à la production animale, enfin vous y viendrez peut-être derrière, Oui. notamment en production laitière, parce que c'est là où les animaux sont extrêmement touchés. Donc j'imagine qu'en Espagne, ils ont eu aussi très chaud, et je veux savoir si c'est un sujet ou si c'en est pas. Hein, voilà. C'est totalement un sujet. On en parlera peut-être avec José María, même s'il est dans une région plutôt végétale, production végétale. Mais il y a de vraies, enfin, il y a de vraies questions et c'est une problématique qui revient tout le temps dans l'élevage, parce que les Espagnols ont souffert vraiment beaucoup de la chaleur, y compris dans le nord de l'Espagne, toute la région de la Galice, qui est la principale zone de production de bovins en Espagne, et ils ont des températures extrêmes. Donc c'est un sujet central, effectivement. Donc là, il se pose plein de questions. Alors vient comment les questions d'isolation des bâtiments agricoles, etc. Enfin, il y a de vrais sujets, mais c'est une problématique exceptionnelle, hein, mais vous avez tout à fait raison. C'est une vraie question. Et ça impacte le bien-être animal, non seulement le bien-être animal, mais la production. Alors, voilà, mais c'est un sujet dont on va reparler, puisqu'il y a des mesures qui vont être prises là prochainement. Merci, Philippe. D'autres Merci. questions? Bon. Encore une fois, prenez la parole quand bon vous semble. N'hésitez pas à rebondir sur les propos d'Éric et à intervenir quand bon vous semble. On continue, Éric, si tu veux bien, Ouais, parce que alors, je c'est juste une suis introduction. désolée d'être gardienne du temps, mais je vois Ouais, ouais. l'horloge qui court. Ouais. Alors, juste une introduction sur le végétal. Donc, il y a une augmentation, enfin, le plus remarquable, c'est l'augmentation des prix des céréales. C'est directement lié quand même à la situation en Ukraine, qui est quand même un gros pourvoyeur de céréales dans le monde. Et puis, par contre, voilà, l'huile d'olive, mais ça intéresse pas forcément les Bretons, on a une campagne exceptionnelle, parce qu'ils craignent pas trop la chaleur, donc ça s'est bien passé. Voilà, on passe à la suite. Donc, on commence par ouais. Donc, les fruits et légumes. Donc, juste un petit récap à gauche. À chaque fois, vous aurez des petits cadres pour recontextualiser les volumes et les valeurs. Donc là, donc c'est le leader européen et même mondial dans la production de fruits et légumes. Donc 13 millions de fruits et de tonnes et 9 millions, près de 10 millions de tonnes de légumes.
il y a quand même 3 milliards d'importations de fruits et légumes. Donc la France est un partenaire important. Et puis au niveau des exportations, l'Espagne est le numéro 1 et elle exporte 9 milliards de fruits et 6,4 milliards de légumes. Et au niveau de la consommation intérieure, bon, il y a quelques chiffres, 4 millions de tonnes pour les fruits et 3 millions de tonnes pour les légumes. Donc, au niveau des exportations, enfin des échanges France-Espagne, rapidement, la France, elle exporte principalement des pommes et des bananes. La France est premier fournisseur de légumes vers l'Espagne pour voilà, une valeur de 260 millions d'euros, près de 300 millions d'euros. Et essentiellement, ce sont des pommes de terre fraîches et des haricots. Hein. Donc ça, c'est vraiment les deux légumes qui sont essentiellement exportés vers l'Espagne. En termes d'opportunités, il y a une vraie complémentarité entre la France et l'Espagne, on l'évoquait tout à l'heure, malgré cet épisode exceptionnel. Donc voilà, l'Espagne, y compris dans des cultures qui sont a priori concurrentes, comme les crucifères par exemple, les brocolis, les choux, etc., pour parler des spécialités de la Bretagne. Mais il y a une vraie complémentarité et un vrai… voilà, lorsque la saison se termine en Espagne, les Français redémarrent, et sauf que là, ça a été un petit peu compliqué. Donc le point fort de la France, c'est vraiment la proximité géographique de l'Espagne, donc c'est simple au niveau logistique, hein, et la complémentarité des offres. Alors, on revient. Donc, les opportunités pour les Français en Espagne, donc c'est en fonction des cultures, mais je crois que toutes les cultures peuvent intéresser les Espagnols, hein, enfin, en termes pour les fruits et légumes. Et il y a de la demande, mais ça, on va retrouver ça pour tous des grands verticaux. Il y a des vrais besoins en termes de robotique, agricole, technologie dédiée à l'agriculture. Je ne pense pas que ce soit forcément le point fort de l'Espagne, mais il y a peut-être des équipementiers. Et puis la pulvérisation de pression, les objets connectés, les capteurs. On parlait tout à l'heure des élevages, on en parlera après, mais il y a des choses à faire au niveau des agritech entre la France et l'Espagne. Alors, les céréales, donc l'Espagne, c'est le 8e producteur de blé mondial et le 4e de l'UE, donc ce n'est pas forcément un acteur de poids en Europe, mais bon, ça compte quand même. Quelques chiffres, donc le chiffre d'affaires, ça représente 3 milliards d'euros hors riz, parce que le riz est une culture importante en Espagne, et plutôt dans la partie de Levant. Donc en enlevant le riz, on a quand même 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La filière représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça représente 12% de la branche totale végétale. Hein. La surface, on a 5 millions d'hectares qui sont dédiés aux céréales au sens large, et une production de 25,4 millions de tonnes. Ça représente une augmentation de 33,4% par rapport à 2020. Donc là, il y a une augmentation de la production par obligation, hein, parce que du fait de la pénurie de certaines céréales. Alors, l'Espagne, là, c'est juste un petit récap de la situation, des répartitions. Donc, la plupart des exploitations, elles se retrouvent en Castilla-León et Castilla-La Mancha. C'est vraiment les deux grandes régions du centre de l'Espagne, qui sont des régions très vastes, assez plates, avec une terre de bonne qualité. Et là, on a vraiment des terres de bonne qualité, mais avec très peu de ressources hydriques. Donc, on a des problèmes d'eau importants. Et c'est là on retrouve la grande production de céréales. Et puis l'Andalousie aussi, qui est une grande région agricole en Espagne. Hein. Donc, mais la principale région, c'est la Castilla-León. C'est vraiment au-dessus de Madrid, et ça représente 32%. Les principales terres irriguées se trouvent en Extremadure, donc c'est vraiment la partie qui jouxte la frontière portugaise. Donc c'est au sud de l'Espagne, et la Catalogne, donc c'est vraiment deux régions qui sont opposées, qui est dans le nord-ouest de l'Espagne. Et la Rioja dans le nord, et la Castilla-La Mancha, c'est l'autre région qui est en dessous de la grande région agricole, et en dessous de Madrid. Et l'Andalousie aussi a un poids aussi dans la production. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la production espagnole n'est pas suffisante pour assurer l'autosuffisance. Donc, il y a une forte demande, et il y a beaucoup d'importations. Donc, la France est présente sur ce marché. Alors, au niveau des opportunités, il y a des opportunités dans la robotique agricole, enfin tout ce qui est équipement robotisé ou pas robotisé, mais il y a une vraie demande et une vraie
reconnaissance de l'Espagne de l'expertise technologique et technique de la France. La France est toujours le premier fournisseur en agroéquipement, machines pour la récolte, le battage, le triage, le traitement des cultures, les serres, les chargeurs, etc. Alors même si on a une offre un peu low cost qui est fabriquée par des Espagnols, par des pays d'Europe centrale ou même de Chine, c'est pas du tout les mêmes qualités. Les Espagnols professionnels optent pour des produits de qualité puisque finalement les qualités ça coûte moins cher que le low cost à la fin. Mais bon, c'est une vraie concurrence émergente. Donc, les avancées importantes de la France sur la technologie alternative est reconnue par rapport à l'Espagne par les Espagnols, notamment au niveau des pesticides, des engrais et pour les cultures biologiques. Et le plan Rénov', qui est un grand plan espagnol pour l'agriculture, pour justement équiper les agriculteurs de ces nouvelles, nouvelles nouvelles technologies et technologies traditionnelles. Donc, c'est vraiment équiper les producteurs. Donc, le plan Rénov' peut bénéficier aussi aux exportations françaises. Merci Eric. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe à l'élevage? J'ai une petite question peut-être. Oui, qui parle? Pardon, je ne vois pas. Pardon, Alexandre Juan de la société Gaillago. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci pour cette présentation déjà. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de la marge nette d'un agriculteur en céréales par exemple? Parce que voilà, en France, on sait à peu près. En Espagne, j'ai la vision que les rendements sont quand même vachement plus faibles. En gros, est-ce qu'il y a des possibilités de placer des produits chez ces gens-là où la marge est trop faible pour pénétrer ce marché-là? Alors, quel type de produit vous êtes dans Ouais, pardon. C'est des produits qui sont destinés à la vie des sols, typiquement prébiotiques, probiotiques, captateurs d'unités d'azote et des choses comme ça. Alors, la marge, je peux si vous voulez, je vous enverrai des infos sur les marges des agriculteurs. Et vous adressez à quel type de culture en général? Nous, en France, c'est tout type de culture, mais la majorité, par le fait du marché français, ça va être les grandes cultures. Mais il y a un vrai intérêt de ces produits-là en arbo et en maraîchage, surtout en Espagne où les sols sont à très faible taux de matière organique et disons, très sollicités par différentes pratiques, quoi. Donc, on a tout intérêt à venir améliorer et revitaliser les sols, quoi. Mais voilà, la question, les surfaces en céréales sont quand même importantes en Espagne aussi. Quelles sont les marges? Est-ce que ces produits ont un intérêt pour ces gens-là? Bon, si vous voulez, je vous donnerai des infos sur les marges. Ça restera des marges moyennes. Je ne les ai pas en tête maintenant, mais vous avez quand même des gros players en Espagne, donc qui sont gros players. Ça veut dire qu'ils ont les épaules suffisamment solides et ils ont une vision long terme, parce qu'il y a de vraies problématiques aujourd'hui, effectivement, non seulement hydriques, mais aussi sur les rendements. Et donc, moi, je pense, de ce que je sais, je pense ça vaut le coup de tirer le fil, hein. Donc après, vous avez raison, il faut que ça tienne la route au niveau économique, c'est clair. Ouais. Donc si vous voulez, je vous enverrai les infos. Je suis désolé, je peux pas vous donner le chiffre là, hein. Mais je pense que ce sera plutôt du cas par cas, hein. Ok, ça marche. On va venir vers vous, Alexandre, avec les infos d'Eric. Oui, vous me donnerez vos coordonnées, ouais. Voilà. Ouais. Alors, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou on poursuit? Je te propose d'avancer, Eric. Ouais. Alors, donc, la production, juste une introduction pour la partie élevage en Espagne. Donc là, on a un chiffre record, alors ça peut paraître paradoxal, mais de 20 milliards d'euros pour la filière animale. Donc ça, c'est dû à l'augmentation des quantités produites et des prix, puisque les prix, bien sûr, impactent le chiffre d'affaires de la filière, hein. Les prix ont augmenté, mais forcément, le chiffre d'affaires augmente également. Et la contribution de la valeur des bovins, à ce chiffre, c'est à peu près 10%, et des ovins caprins, 15%. Donc, je ne pense pas que ce soit les ovins caprins, c'est pas du tout c'est pas du tout dans le scope, le scope qui intéresse les Bretons, mais c'est une partie importante de la production de viande en Espagne.
La production porcine reste le plus important et il a quand même augmenté malgré la situation de près d'1%. Et ça a été partiellement compensé par la baisse des prix et compensé par le redressement du cheptel porcin. Donc là, il y a eu un effort qui a été fait en Chine. En fait, il y a eu une baisse d'exportation parce que la Chine a augmenté sa production porcine et donc il y a moins d'exportation d'Espagne, donc il y a plus de production qui est restée en Espagne. Alors, Zoom porcin. Donc c'est le premier, on a vu que c'était le premier producteur de porc de l'Union européenne et le 3e mondial. On a à peu près presque 60 millions d'animaux abattus et ce qui représente 5 millions de tonnes de viande produite. Donc les chiffres clés à retenir, donc on vient d'en parler, 5 millions de tonnes de viande, premier cheptel européen, 7,7 milliards d'euros d'exportation, deuxième secteur d'exportation de l'Espagne après les fruits et légumes. Donc c'est vraiment un secteur essentiel pour l'économie espagnole dans l'agriculture. Et un chiffre d'affaires total de 18,5 milliards d'euros. Et ça emploie 415 000 personnes. Donc c'est vraiment un très gros secteur en Espagne. Et on a de très gros acteurs espagnols, puisqu'en Espagne, on a beaucoup de petites exploitations, mais on a aussi quelques gros acteurs très concentrés qui sont très importants et surtout situés dans le centre de l'Espagne. Donc, les besoins, la situation du secteur et les besoins. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un effort qui est axé sur le bien-être animal global, hein, pour tous les élevages. Et donc là, maintenant, entre le discours et la pratique, maintenant, on rentre vraiment dans la pratique, puisque c'est vraiment une demande aussi de la consommation. Il y a énormément de communication dans ce domaine-là. Donc, il y a des efforts qui sont faits là-dedans. Alors, les choses se mettent en place petit à petit et la France a des choses à faire là-dedans, j'en suis certain. On essaie aussi de modifier un peu le régime des animaux avec moins d'azote et plus d'alimentation de précision. Donc, c'est à la fois une optimisation des coûts, mais aussi de la qualité de la viande. Éviter le stress, donc ça c'est vraiment le bien-être animal lié au changement climatique, on vient de l'évoquer. Donc là c'est vraiment une problématique, là le changement climatique est acté et donc les Espagnols sont habitués à des situations climatiques un peu extrêmes, parce que c'est vraiment des températures très contrastées entre l'hiver et l'été, suivant qu'on est dans le centre ou au bord de l'eau, mais là ça a été vraiment extrême. Donc c'est un vrai sujet et les Espagnols sont en train de s'y atteler. Et puis, on parle aussi de réduction des antibiotiques et des vaccins et d'une génétique adaptée et une amélioration de la sélection. Donc là, les Français aussi ont un rôle à jouer dans la génétique. Il y a des acteurs importants en France qui sont déjà présents en Espagne, mais les autres sont les bienvenus. Donc il y a un vrai besoin, une vraie reconnaissance surtout des Espagnols vis-à-vis de l'expertise française. Voilà, il y a des opportunités aussi dans l'équipement pour les installations de stations de biogaz. On en voit de plus en plus. La gestion des eaux usées, évidemment. Et puis tout ce qui est contention, vidéosurveillance, transport des animaux, etc. Je vois que José Maria nous a rejoint. Bienvenue. Et bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, José Maria, pardonnez-nous, on a beaucoup de choses à dire, donc on vous cédera le micro. Pas de problème. Moi, je m'excuse pour le retard, alors c'est bien, pas de problème. Vous n'êtes pas en retard du tout, au contraire, par rapport à notre timing, vous êtes en avance, donc… Ok, parfait. Alors, plus intéressant. Je vais accélérer. Donc là, il y a un petit focus sur l'organisation de la filière porcine en Espagne. Donc, la 75% de la production aujourd'hui, même ça augmente encore. La production porcine est intégrée. Donc, il y a 10% des éleveurs qui sont indépendants et 15% qui sont regroupés en coopérative. Là, vous avez en dessous les principaux groupes intégrés espagnols. Donc, c'est des groupes qui pèsent relativement lourd. Donc, on a des chiffres d'affaires de 2 milliards, de 2 milliards 2, d'1 milliard 4. Donc, ça, c'est alors, c'est pas exhaustif, mais
Donc, et la plupart, alors vous avez des fournisseurs d'aliments et qui sont après diversifiés. Vous avez, ils ont tous leur propre abattoir, leurs propres abattoirs, et ils ont voilà, entre 600 et plusieurs milliers d'exploitations qui fournissent les porcs. Donc, c'est une idée un peu des acteurs de la filière. Alors, le secteur bovin. Donc, le cheptel bovin compte un peu plus de 6 millions, enfin environ 6 millions et demi de têtes. Ils sont principalement, comme je le disais, situés en Galice, en Asturie. C'est vraiment le nord, le nord-ouest de l'Espagne. Là où vous avez des grands pâturages et assez bien desservis par le réseau, les réseaux d'eau. Et puis également en Extrémadure, c'est vraiment la région qui jouxte le Portugal dans le sud de l'Espagne. Alors, on a 140 000 exploitations, on a 6,5 millions de bovins, de têtes de bovins en Espagne, une production de 2 500 000 animaux qui sont sacrifiés, et ça représente 717 000 tonnes de viande. Au niveau des exports, on a 350 000 tonnes qui sont exportées et 206 000 tonnes qui sont importées. Donc, on parle toujours des bovins. Alors, il y a pas mal de besoins en équipement, vidéosurveillance, contention, transport, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça revient régulièrement. L'alimentation de précision, donc ça c'est vraiment une tendance maintenant qui est installée chez les éleveurs. Éviter le stress, donc tout ce qui concerne le bien-être animal, le stress et les changements climatiques encore, la réduction des antibiotiques et des vaccins, la génétique adaptée, amélioration de classification, la sélection. Et puis digitalisation des tâches, donc c'est tout ce qui est IoT, objets connectés, et puis les agritech, on va peut-être en parler avec José Maria. La France est le premier fournisseur de veaux et de broutards, donc là vraiment elle est vraiment installée sur le marché espagnol avec 1,3 million de têtes fournies en 2020. La France est reconnue pour son expertise en santé, biosécurité animale. Et la génétique française est aussi bien positionnée en Espagne, notamment dans la filière bovine. Alors l'organisation de la filière. On a 2800 entreprises qui comprennent, donc qui sont intégrées avec des abattoirs, ateliers de découpe, d'industrie de transformation, enfin vraiment toute la chaîne et l'écosystème. Ça représente 7,6 millions de tonnes de viande, dont 600 000 tonnes de viande de bovin. Le chiffre d'affaires 2020, alors c'est toute la filière viande, c'était 28 milliards d'euros, donc c'est considérable. Mais là, c'est vraiment tout confondu. Et ça emploie à peu près 100 000 personnes et qui travaillent essentiellement dans les zones rurales, évidemment, et ça représente 25,2% de l'emploi total dans l'industrie alimentaire espagnole. Alors, la filière lait. Donc, la production laitière a pas mal évolué ces dernières années. Elle s'est rapprochée des centres de consommation, mais elle est surtout dans le nord-ouest située dans le nord-ouest de l'Espagne, et ce sont des exploitations de grande taille. Alors, j'ai pas non plus parlé d'un phénomène typique à l'Espagne et puis peut-être au monde avec les macro-fermes, les macro-granjas qui sont de plus en plus présentes. Et bon, contrebalancé, bien sûr, il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord, mais voilà, c'est une tendance en Espagne, et peut-être aussi un peu en France, mais en Espagne, c'est très marqué. Donc, en termes de production, l'élevage en Espagne, pour le lait, c'est 10 000 éleveurs, c'est 5 millions de tonnes de lait par an. C'est un cheptel de près de 800 000 vaches laitières. Il y a 1,4 million de tonnes de lait exporté, importation 3,4 millions. Consommation intérieure, c'est 3 millions de tonnes de lait et 700 000 tonnes de lait fermenté et 300 000 tonnes de fromage. Alors, les enjeux, on retrouve un peu les mêmes choses que précédemment. Donc, c'est le bien-être animal, des régimes adaptés à l'animal, moins de régimes riches en azote, plus d'alimentation de précision. Donc ça va impacter ça va impacter évidemment la qualité du produit. Éviter le stress et le changement climatique, c'est vraiment un sujet, comme je l'ai dit, important aujourd'hui.
Voilà, les antibiotiques, la génétique adaptée, même si les Espagnols sont vraiment en pointe dans ce segment toujours une forte reconnaissance et expertise française dans la nutrition animale en bovin-lait. Donc ça, c'est vraiment reconnu en Espagne. Et puis, des vrais besoins d'optimisation et donc de digitalisation avec les objets connectés, les agritech. Voilà. Là, vous avez un petit tableau avec la répartition des exportations, des importations. Voilà, c'est au total 1,4 million, mais c'est bien réparti. Donc les plus grosses exportations, c'est les fromages. Et c'est aussi les plus grosses importations. Et voilà, on va passer à l'organisation de la filière. Donc là, on va commencer par le petit tableau de droite, les parts de marché des principaux acteurs. Donc là, vous avez les principaux acteurs. Donc Lactalis, qui est voilà, je me balade entre le tableau droit et le tableau gauche. Lactalis, c'est un groupe français, mais qui est très présent en Espagne et qui est le leader en termes de chiffre d'affaires. Mais vous voyez, dans le lait liquide, par exemple, on a le premier, c'est Pascual, qui est très connu. Lactalis numéro 2. Capsa, c'est le deuxième. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est vraiment les deux leaders. Lactalis, c'est Capsa Food. Et après, on a tous les autres acteurs de la filière lait en Espagne. En crème, donc Pascual est numéro 1, Lactalis numéro 2, Capsa numéro 3. Pardon, c'est inversé, hein, excusez-moi, vous avez vu. Le numéro 3, c'est le plus fort. Donc, les marques distributeurs sont les plus importantes un peu partout. Les marques distributeurs en Espagne ont beaucoup de poids. Hein. Et dans le beurre, Capsa est le numéro 1 et Lactalis numéro 2. Donc, vraiment, ça se balade entre les deux, entre Capsa et Lactalis. Donc, juste pour vous expliquer un peu qui sont Lactalis et Capsa. Donc, Lactalis, il y a 8 sites de production en Espagne et ça a généré un chiffre d'affaires d'1,2 milliard. Et Capsa Food, qui est vraiment le challenger, il y a 7 sites de production, presque 1 million de tonnes de litres de lait collecté et 800 millions de chiffre d'affaires. Et le tableau qui est à gauche, là, ici, donc vous voyez les groupes qui sont vraiment, soit vraiment 100%, qui tendent à être jusqu'à 70% spécialisés dans la production de lait, et ceux qui sont beaucoup plus diversifiés. Donc, vraiment, les spécialistes, c'est Lactalis, Capsa, Iparlat, Calidad Pascual et Covapt, hein, qui sont vraiment les spécialistes avec une part de fabrication en millions de tonnes qui varie entre 300 000 et 700 000 tonnes. Voilà, on peut Est-ce qu'il y a des questions sur cette filière bovine ou porcine d'ailleurs avant que l'on attaque la filière avicole? Alors, on continue. Alors, donc, oui, pardon. Hop, là, on est où? Là, je crois que tu as passé une slide. Oui, voilà, celle-là. Ah, voilà. Alors, donc là, on commence par les poulets de chair. Donc, ça représente 11,8% de la production totale de viande de poulet. L'Espagne, deuxième producteur de viande de poulet en Europe après le Royaume-Uni. Donc, avec 1,3 million de tonnes. Il y a 21 000 exploitations. La filière exporte 284 000 tonnes. Il y a une baisse des exportations due essentiellement au Covid, un peu des organisations, mais qui a affecté toute l'Europe de la filière. La consommation de poulet en Espagne, ça représente 500 000 tonnes par an. Donc la majeure partie de la production de la viande de poulet concentrée vraiment en Catalogne et dans la communauté de Valence et en Andalousie. Donc vous voyez, vous situez un peu les régions et en Galice. Donc c'est relativement bien réparti sur le territoire. La production tend à se stabiliser avec un léger déficit de l'offre essentiellement couvert par les importations des pays voisins de l'Union européenne. Donc là, elle n'est pas suffisante pour assouvir tous les besoins. Et il y a de gros enjeux de bien-être animal et des opportunités pour les Français notamment en termes de transport, de compensation, de vidéosurveillance, de micronutrition, etc. Et les opportunités, et en plus là où la France est reconnue, c'est tout ce qui est encore une fois la génétique, digitalisation et la santé et biosécurité animale.
Là, on va voir un peu l'organisation de la filière. Donc là, les principaux groupes, donc ce sont des groupes intégrés. On est à peu près dans les mêmes pourcentages, hein, autour de 70%. Donc là, vous avez le top 10 des plus gros producteurs de viande de poulet en Espagne. Je vous prends les deux. Là, on a un petit focus sur les deux principaux. Donc, c'est Valls Company, c'est Grupo Sada. Donc, Valls, c'est 2186 exploitations partenaires, 4 abattoirs et qui génèrent un chiffre d'affaires de 2,2 milliards. Alors, c'est pas uniquement pour les 2 milliards, c'est pas uniquement pour la production de poulet de chair, parce que c'est un groupe qui est diversifié aussi dans le bovin et dans d'autres filières agri. Le groupe SADA, là, par contre, c'est vraiment un spécialiste. Il y a 5 sites de production, 3 incubateurs qui fournissent 700 exploitations et ça génère un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2021. Donc là, c'est à droite un petit tableau de toutes les activités intégrées. Donc, ça va de la production, sélection des aliments, élevage de reproducteurs, production d'œufs, incubation de l'œuf, ferme d'engraissement, abattage, découpe, traitement, conditionnement, distribution, service aux consommateurs. Donc, c'est vraiment, on couvre vraiment tout le spectre des besoins. Donc, les parts de marché, vous avez les parts de marché. Donc, le plus gros, c'est Groupe Valls qui occupe, enfin, qui a 14% du marché. Et ensuite, le groupe Sada et UVSA. Voilà. Et là, c'est le marché des principaux acteurs de la filière. Alors, les poulets de ponte, donc le secteur est en pleine mutation parce qu'il y a des vrais sujets à la fois de bien-être animal et puis de la part des consommateurs. Il y a une grosse communication en Espagne, comme en France probablement, essentiellement sur les conditions d'exploitation des poules pondeuses. Donc, on a deux grandes, et ça c'est relativement récent, on a deux grands axes, les exploitations industrielles de grande taille, donc avec des poules en cage, et puis les exploitations alternatives qui se sont fortement développées ces dernières années et qui répondent à une évolution de la consommation. Donc, donc le secteur de production d'œufs, c'est 1,128 milliards de douzaines. 40 millions de poules pondeuses en Espagne. Il y a 1865 exploitations, essentiellement des exploitations de petite taille. La filière exporte de près de 300 000 tonnes d'œufs et l'Espagne consomme 400 000 tonnes d'œufs par an. Donc, je vous l'ai dit, c'est troisième producteur de l'Union européenne. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il y a à la fois un mouvement vers les gros centres industriels où on assiste à une concentration. Donc, on a vraiment des très, très gros acteurs, y compris physiquement. C'est devenu vraiment de véritables usines à production d'œufs. Et puis, de l'autre côté, un développement très fort de petits exploitants alternatifs qui communiquent beaucoup sur le bien-être animal, etc. Et là, il y a vraiment une adéquation entre l'évolution de la demande et l'impact sur la production. Les opportunités pour les Français, la génétique évidemment, la digitalisation. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire dans les poulaillers, dans les exploitations. Il y a et puis les dispositifs pour l'amélioration du bien-être animal. Évidemment, le changement climatique a un gros impact et il y a énormément de sujets là-dessus. Alors la filière. Donc là, je vous ai mis à droite les deux premiers acteurs. Donc, c'est Grupo Huevo Guillen et Dagu, qui sont les deux plus importants. Donc, ce n'est pas des chiffres d'affaires considérables, mais c'est 200 millions pour Guillen et près de 100 millions pour Dagu. Et ce sont vraiment les deux leaders de la production d'œufs. Au niveau du type de production on voit que le bio est quand même à une place importante. Hein. On a 187 éleveurs dans le bio qui représentent 14%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et ça représente près de 700 000 poules pondeuses. Les œufs fermiers, ça regroupe 427 éleveurs, c'est 32% de la production et c'est 3 millions de
de poules pondeuses, enfin presque 4 millions. L'élevage au sol, c'est 261 éleveurs, 19% de la production, 6 millions de poules pondeuses. Et en cage, évidemment le plus important, mais pas de très loin, c'est 465 éleveurs et 35% de la production et 36 millions de poules pondeuses. Et là, vous avez le ranking en bas des principaux producteurs par nombre en millions de douzaines. Hein. Donc là, Grupo Guillen, c'est 138 millions de douzaines. Alors, juste un petit peu quelques infos sur la génétique, mais je ne sais pas si ça vous intéressera beaucoup. Il y a la sélection de la volaille repose sur 4 techniques, hein, phénotypique, quantitative, génétique et moléculaire. Mais ça, je pense que c'est assez répandu. Donc, il y a eu des créations de races autochtones à partir de races sauvages importées d'Asie du Sud-Est et du Sud et du Sud-Est en Europe et en Amérique du Nord. La sélection a permis d'améliorer la qualité productive des races européennes et nord-américaines. Donc, il y a eu un vrai travail de génétique et de sélection en Espagne là-dessus. Et puis, on s'oriente vers des espèces qui permettent de réduire la pollution et puis pour être à la fois des meilleures qualités et puis une meilleure productivité. Avec des modificateurs anatomiques du bec, mais ça on retrouve ça un peu partout, et puis amélioration organoleptique de la viande et des œufs. Je vous propose de contrarier un peu l'ordre du sommaire et de donner la parole à José María dès maintenant parce qu'il a la gentillesse de nous dédier de son temps. J'aimerais bien que l'on ne le fasse pas trop attendre. Si vous êtes d'accord, on va laisser le micro à José María. Karen, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez une schedule, on peut continuer. Ça, c'est très intéressant pour moi aussi. Hein. Mais bon, si vous voulez, bon, je commence. Alors, comme... je crois qu'on avait fini les focus. Et après, mais je pense que c'est intéressant, comme vous voulez. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez la parole, José María, parce que les deux derniers points, même s'ils sont très importants, peuvent être éventuellement lus par nos participants ultérieurement lorsque je vais délivrer la présentation. L'essentiel, c'était vraiment les zooms par filière, tels que vient de les proposer Eric. Et puis l'autre grosse valeur ajoutée de ce webinaire, c'est vous, José María. Est-ce que vous allez pouvoir partager avec nous? Alors, pour que nos participants sachent un peu d'où vous venez et pourquoi vous prenez la parole ce matin, vous l'avez vu, dans la majorité des opportunités commerciales pour les entreprises bretonnes se trouvent dans les agritech, dans l'intelligence artificielle et dans toutes les technologies apportées, que ce soit aux cultures ou aux élevages. Donc, il nous paraissait important ce matin de faire intervenir José María, qui parle au nom de Agritech Murcia, qui est une plateforme technologique agricole de la région donc Murcia. Et toutes les initiatives d'Agritech Murcia sont soutenues par le gouvernement régional. Alors, José María va nous en dire plus. José María fait aussi partie d'une autre société, OTK Soluciones. Mais il prend vraiment la parole ce matin au nom de Agritech Murcia. Donc, merci encore. Merci Eric d'avoir sollicité José María. Et merci à vous, José María, de prendre la parole ce matin. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus. Bon, merci beaucoup. Premièrement, moi, je vais vous remercier pour cette opportunité de faire la présentation de notre association des entreprises. Et deuxièmement, je vais m'excuser pour mon français. OK. Je vais faire le mieux. Mais bon, ça va être parfait. Déjà, vous parlez un très bon français. Merci et bravo. Merci. Il y a des gens qui disent que j'ai l'accent de Sergi Lopez, l'acteur de film. OK. Bon, si ça ne vous dérange pas, je voudrais faire une petite présentation pour expliquer un peu, bon, tout d'abord, l'encadrement de la production agricole dans la région de Murcia, mais pourquoi nous sommes si performants. OK?
le problème, c'est que je suis en train d'essayer de faire la présentation, mais il dit que c'est seulement les organisateurs qui peuvent faire qui peuvent partager des présentations. Est-ce que c'est possible de me donner... Normalement, vous avez la main maintenant pour partager Oui. votre écran si vous avez besoin. Voilà, c'est bon. C'est bon. Laisse-moi voir. Ah, super. C'est bon. Laisse-moi voir celui-là. Compartir, ça c'est beau. Voilà, vous êtes en train de voir la présentation? Ça va arriver, le partage se fait. Oui, c'est bon. Enfin, pour moi, c'est bon en tout cas, donc logiquement pour les autres aussi. Ok, Oui, c'est bon. Ok, bon. Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer qui sommes-nous, ok? Nous sommes une association des entreprises de haute technologie agricole. Et nous travaillons, nous venons de la région de Murcia. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche l'écosystème de l'agriculture dans la région. Nous sommes une plateforme, une association des entreprises qui nous avons le support du gouvernement régional de la région de Murcia et aussi nous avons le support des centres de recherche, des universités qui travaillent ensemble avec notre associé, les entreprises, pour développer des projets de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agriculture. Okay? Bon. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à la région de Murcia. Vous voyez ici, c'est les points rouges. OK? Si on fait la comparaison avec les ressources en eau dans tout le monde, nous sommes, vous pouvez voir, nous sommes rouges, énormément rouges, parce que nous avons une pénurie d'eau énorme. OK? Mais nous avons transformé cette manque d'eau dans une opportunité de production agricole. OK? Vous voyez ici, nous appartenons à les bassins du fleuve Segura. Vous voyez les précipitations annuelles, c'est très faible. OK? Et de plus en plus, nous avons moins d'eau à cause du changement climatique. OK? Vous voyez, nous avons 365 mm par an de pluie. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait? Le plus important, c'est la gestion intégrée de la pénurie d'eau. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, avec beaucoup de composants, avec la planification d'infrastructures, l'approvisionnement de la population, la culture d'eau surtout, avec les changements des habitudes pour les gens. Et bon, les transferts interbassins, ça c'est clair, la réutilisation des eaux. Et c'est ça que je vais parler maintenant, c'est la technologie d'irrigation et l'agriculture de précision. Okay? Bon, je vais passer cette slide. Okay? Ça, c'est quelques données de Murcia. Nous sommes 1,5 million d'habitants. Nous sommes les 2,2% du territoire espagnol. Nous consommons les 3% des ressources totales en eau. Mais nous sommes capables de produire 4 millions de tonnes par an de produits agricoles. Et parmi eux, 2,5 millions de tonnes de fruits et légumes. Okay? Et très important, nous représentons les 20% des exportations totales de fruits et légumes d'Espagne. Vous savez que l'Espagne, c'est le principal exportateur de fruits et légumes de toute l'Europe. Après, il vient les Pays-Bas et dans le troisième, c'est la France. OK? Et comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Avec une planification des infrastructures pour la gestion des ressources en eau, ça c'est clair. Et surtout, nous avons travaillé très fort dans l'utilisation des eaux recyclées
et aussi avec des entreprises technologiques comme nous, comme Agritechmour, et aussi avec un travail très étroit avec des plateformes de connaissances, des centres de recherche et de développement, des organismes publics régionaux, des institutions publiques avec compétences agricoles et aussi avec une très forte composante de vulgarisation agricole pour amener cette innovation vers les agriculteurs. Je ne sais pas si je parle très vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre, ok? Merci. Ok. Bon, d'où il vient notre eau? Notre eau, il vient des ressources propres, ça veut dire des fleuves, c'est les 48%. Une partie très importante, il vient des transferts du fleuve Tajo vers le fleuve Segura, ça c'est les 30%, c'est 540 millions de mètres cubes par an. Aussi, nous utilisons les ressources souterraines, en 6% de réutilisation des eaux usées et en 4% de dessalement. Et de plus en plus, nous sommes en train d'améliorer la capacité de production des eaux dessalées. Et bon, ça fait presque 850, 800 millions de mètres cubes par an pour l'agriculture. OK? Alors, je vais faire une petite mention de comment est-ce qu'on travaille avec les eaux recyclées. Et ça, c'est très important. Nous réutilisons les 98% de l'eau vers l'agriculture. OK? Et ça, je crois que c'est la région les plus performante du monde, avec la Californie et avec les Israël. OK? Pardon. Bon. Et je vais vous montrer un peu des données clés sur l'agriculture. Ah, on vous a perdu. Vous m'écoutez? Oui, on avait perdu le son, mais ça y est, c'est revenu. Ok, je suis désolé. Bon, je vais expliquer un peu quelques données de l'agriculture en Murcia et je reviendrai sur ça au fin de la présentation et aussi qui nous sommes, ok? Parce que des potentielles liaisons entre votre entreprise et les entreprises d'Agritech Murcia. OK? Bon. La région de Murcia, les produits intérieurs bruts agricoles, en Espagne, c'est les 3,4%, mais en Murcia, c'est les 6,7%. OK? Dans les chiffres d'emploi, en Espagne, c'est les 4%, la région de Murcia, c'est les 12%. Okay? Nous sommes capables de produire fruits et légumes avec une valeur de 2300 millions d'euros et nous avons une superficie irriguée de 192 000 hectares. Okay? Et ça, c'est un donné très important. Et avec un tiers de la surface occupée il y a 20 ans, nous sommes capables maintenant de produire un tiers de plus de produits agricoles en Murcia. Okay? Et comment est-ce que nous avons fait ça? Bon, parmi notre entreprises, nous avons des entreprises qui sont très, très avancées dans les domaines de la recherche et l'innovation. Okay? Nous faisons des traitements des eaux avec des compteurs d'eau, de vin. Bon, vous pouvez voir ici dans les slides que bon, nous sommes capables de faire les contrôles des réseaux hydrauliques absolument performants. Okay? En plus, il y a un programme avec le gouvernement de l'Espagne
avec le soutien du fonds qui vient de l'Union européenne pour la récupération. Nous sommes en train de faire un projet stratégique de transformation pour la résilience en Espagne, on va investir 3 milliards d'euros pour arriver à contrôler chaque goutte d'eau du domaine hydraulique de l'Espagne. Ça veut dire nous allons avoir la capacité de savoir d'où il vient chaque goutte d'eau, où il va et en plus vers quel fruit, vers quelle tomate, d'où il vient l'eau et où est-ce qu'il va. Okay? Parce que évidemment, l'exportation des produits agricoles, c'est comme ça, c'est l'exportation d'eau. Alors, parce que chaque tomate, c'est les 90%, c'est l'eau. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait en Espagne? Nous faisons l'exportation d'eau que nous n'avons pas. Nous avons un manque d'eau énorme en Espagne. Et en plus, avec les changements climatiques, la situation, c'est de plus en plus pire. Okay? Alors, nous avons avancé beaucoup et nous avons des entreprises qui font des traitements d'eau avec la désalation. Okay? Avec la osmose inverse, microfiltration, nanofiltration, élimination des ions, et aussi avec des modules pour l'élimination des pesticides dans l'eau potable. Okay? Bon, nous avons aussi des entreprises qui développent des stations de traitement d'eau plug and play, okay, pour purification et tout ça. Et nous sommes très forts, et ça c'est très important, de l'agriculture de précision. Nous avons des entreprises très avancées dans la gestion intégrée de l'irrigation, de la fertilisation. Okay? Système de filtration pour tout type d'exploitation agricole. Toute dimension, tout type de culture. Voilà. Nous travaillons beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder par satellite la région de Murcia, la région d'Almeria. C'est toujours blanche. Parce que c'est tous les serres que nous avons, parce que l'agriculture que nous faisons ici, bon, nous avons à ciel ouvert, mais il y a beaucoup de production en serre. Okay? Et nous avons beaucoup avancé dans ce domaine avec des serres en plastique, en verre, agriculture verticale, système hydroponique. Nous travaillons aussi système aquaponique avec l'aquaculture et la production agricole ensemble. Et nous avons des entreprises qui font des machineries agricoles, mais très spécialisées pour des cultures spécifiques. C'est les vignes, des arbres fruitiers à noyaux, mais sont machineries spécifiques pour chaque culture. Okay? Et toute cette technologie s'est développée chez nous. Et bon, ça c'est qui est OTK fait, mon entreprise. Nous sommes des conseils d'ingénierie pour la conception, les calculs et l'ingénierie des projets agricoles. Nous avons une très grande expérience aussi dans le domaine de l'agriculture écologique, l'agriculture bio et la lutte contre les ravageurs. Nous avons des entreprises qui sont très avancées dans la technologie de biocontrôle, les phéromones, bon, tout ce domaine pour éviter l'utilisation de, je ne sais pas comment dire, les pesticides, non? Okay. Aussi, nous avons des entreprises qui font et qui développent pour la fertilisation, biofertilisation.
et le travail avec des micro-organismes qui améliorent, qui sont une aide potentielle pour faciliter la nutrition de plantes. Okay? On travaille avec des mycorhizes. On travaille avec des productions de tourbe de coco pour la production écologique. Voilà, tout ça qui nous envisageons, et ça c'est clair, la transformation de l'agriculture vers une agriculture bio. C'est les consommateurs qui demandent ça. Alors, nous sommes en train de transformer notre agriculture vers une agriculture bio. Okay? Et ça, c'est très important. Nous, centre de recherche publique qui travaille en étroite collaboration avec notre entreprise pour développer de nouvelles technologies. Okay? Comme ça, nous pouvons garantir que toute cette innovation arrive à l'agriculture le plus tôt possible. OK? Bon, et ça, c'est quelques données de l'exportation. Qu'est-ce qu'on produit en Murcia? Nous sommes capables d'exporter 2700 millions d'euros. Et les principales destinations sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Il s'agit de la région espagnole qui compte les plus grandes superficies de cultures écologiques. Vous m'écoutez bien? Très bien. OK. On vous entend, Oui, tout va bien. on vous entend bien. OK, merci. Et comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? À faire une exportation de 20% de toute la production de l'exportation espagnole. Vous voyez quelques données dans le domaine de la laitue et les choux. Les pourcentages, c'est les 66%, des poivrons, c'est les 70%. En total, nous sommes capables d'exporter les 20% de toute l'exportation espagnole. Comment? Avec des coopératives, des associations de producteurs, et maintenant les grands producteurs vendent directement aux centrales d'achat européens. Il y a des fonds d'investissement qui sont capables d'injecter la liquidité. Et ça veut dire pour les OPEX, parce que il y a un retour. Ils sont très intéressés maintenant. C'est beaucoup développer donner faciliter l'equity pour la production. Okay? Et ça, c'est très important. Nous avons beaucoup de soleil, nous avons une très bonne température. Ça nous permet de faire production 12 mois par an. Okay? Et pourquoi nous? Nous avons plus de 40 ans d'expérience internationale. Nous avons des solutions éprouvées dans le monde entier. Nous avons une méthodologie de projet clé en main. Et voilà, nous travaillons pour les gouvernements, nous travaillons pour les producteurs, pour le fonds d'investissement. Ça, c'est toutes les entreprises qui sont part de la réalité Murcia. Nos valeurs, professionnalisme, toute l'expérience que nous avons. Et voilà, nous avons accumulé des connaissances et une expérience dans le développement de produits intégrés dans le monde entier. Et ça y est. Merci beaucoup, José Maria. On a une question de Alexandre et j'allais poser exactement la même question. J'allais vous poser la même question. Je vous lis la question d'Alexandre. Alors, la concurrence locale a l'air effectivement très, très forte.
notamment sur des solutions type bactéries dédiées à la fertilisation. Quels sont les principaux moyens pour les entreprises de Bretagne de se différencier des entreprises locales en Murcia? Est-ce que Agritech Murcia envisage des partenariats, des collaborations, de mettre en place des essais avec des produits qui seraient fabriqués en Bretagne? Oui, bien sûr. Je crois que bien sûr, il y a des entreprises de technologies agricoles partout. Mais je crois que avec des opportunités comme celui d'aujourd'hui, on peut faire une liaison entre des entreprises espagnoles et des entreprises de la Bretagne pour voir des potentielles collaborations. Mais bien sûr, ça c'est clair. Nous sommes capables de faire des choses ici et ailleurs, mais c'est clair que les entreprises de la Bretagne peuvent faire des choses très bien faites à la Bretagne et ailleurs. Alors, je crois que ça s'ouvre, nous sommes en train d'ouvrir une porte de potentielles collaborations entre nous. Vous voulez rajouter quelque chose, Alexandre? Non, merci pour la réponse. Intéressant. Et très concrètement, nous, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on est en train de se développer en Espagne et on serait clairement intéressé pour, alors, dans le meilleur des cas, bénéficier de votre réseau, mais aussi mettre des essais en place dans une centrale d'expérimentation, que ce soit sur le printemps 2023 ou l'automne 2023. Si c'est quelque chose de faisable, en tout cas, la porte est ouverte. Je n'ai pas bien compris. Vous êtes en train de dire que vous voulez venir à Murcia et faire une implantation d'un centre de démonstration ou quelque chose comme ça? Alors, pas encore. Nous, on a l'objectif de se développer via des ventes en Espagne, mais on pense que ce serait intéressant pour nous d'avoir des essais et des résultats en conditions Murcia, qui sont du maraîchage, en conditions sèches et tout ça. Et pour ça, si vous avez un centre d'expérimentation que vous recommandez, le vôtre, ça nous intéresserait de lancer des essais pour justement confirmer l'efficacité de nos produits dans vos conditions. Avec des conditions climatiques et des manques d'eau que nous avons à Murcie. Exactement. Bon, je crois que bien sûr, nous avons des centres d'expérimentation qui, la plupart d'eux, appartiennent à l'administration publique, ça c'est clair, mais aussi les producteurs. Ici, il y a des grands producteurs. Ils sont des parcelles expérimentales que vous pouvez bien contacter avec eux et les demander s'ils sont prêts à faire des expérimentations conjointes avec vous. Mais je crois, Eric, il m'a dit hier que vous avez envisagé de faire une visite à Murcia au début de l'année prochaine. Ça, c'est avec une entreprise bretonne, mais c'est d'eux qui participent au programme de BCI, c'est Prince de Bretagne. Et donc, on a prévu de faire une visite fin janvier avec Prince de Bretagne. Donc, on pourra peut-être se rencontrer avec Monsieur Arribas. Voilà, mais c'est voilà, exactement. On se verra à cette occasion peut-être si vous êtes disponible, si tu es disponible. Ok, absolument. Et en plus, j'aimerais bien vous proposer des entreprises qui sont regroupées dans la Chambre de commerce de la Bretagne et organiser une visite chez nous. Comme ça, on peut faire des réunions B2B entre les entreprises et vous pouvez vous présenter votre capacité. Nous pouvons nous présenter plus tranquillement notre capacité, pas seulement des entreprises en parlant, sinon aussi la capacité de l'écosystème de Murcia,
bon, pour partager des expériences et aussi pour envisager des potentielles collaborations entre des entreprises et aussi au niveau institutionnel. Ok. Ton micro est fermé, Isabelle. José María, je prends note de votre proposition. Merci beaucoup. Je me rapprocherai de vous avec Eric afin d'organiser justement un déplacement comme ça, collectif, qui pourrait intéresser plusieurs entreprises bretonnes qui ont justement des solutions et des technologies complémentaires dont vous avez fait référence dans votre présentation. Oui, le plus important que je vais souligner, c'est que nous sommes en agrupation, nous sommes une association des entreprises, mais nous comptons nous pouvons vous aider à organiser cette visite. Nous serons très heureux de vous accueillir ici, chez nous. Absolument. Pourquoi pas? On va voir comment on peut envisager une prochaine mission. Ça fera l'objet d'une prochaine discussion avec vous et avec Eric. Je vous propose de prendre d'autres questions s'il y en a, et puis de clôturer ce webinaire parce qu'on a dépassé le timing. Il y a des gens qui nous ont déjà quittés pour rejoindre des obligations. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on pourra répondre dès maintenant? Alors, si ce n'est pas le cas, sachez encore une fois que l'on est à votre entière disposition. Vous avez les coordonnées d'Isabelle, donc votre chargée d'affaires. N'hésitez pas à la contacter pour organiser une visio B2B avec Eric tout de suite après le webinaire. Et puis, pourquoi pas un échange aussi avec José María. Merci encore beaucoup, José María, pour votre intervention. Merci à vous pour cette opportunité. Et bon, je m'excuse, j'ai essayé de parler le plus vite possible pour ne pas éloigner la présentation, mais bon. Il n'y a pas de souci, je ne vous incriminais pas du tout dans le… Non. mais j'espère que ça a été clair, parce que ça a été si vite que je ne sais pas si vous avez bien compris l'écosystème de l'agriculture à Murcia, ok? Si, c'était très clair. Et puis, le lien vers votre site web va être donné dans la présentation avec votre permission. Donc, les entreprises pourront… Je suis allée voir votre site internet et il détaille très bien tout ce que vous faites et les différentes entreprises qui font partie de votre association. Et encore une fois, s'il y a des opportunités de collaboration, de partenariat et de courant d'affaires entre votre association ou votre cluster et les entreprises bretonnes, on va voir avec Eric comment organiser une rencontre et une visite chez vous. Ok, parfait. Nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Il est temps de vous laisser. Encore une fois, la présentation et le replay seront disponibles sur BCI Info d'ici quelques jours. Je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir. Okay. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à consulter l'agenda sur le site web de BCI pour retrouver les prochains mardis de l'agro. On est je suis en train de planifier tous les prochains webinaires pour 2023. Donc, allez voir l'agenda et n'hésitez pas à vous inscrire bien en amont sur les différents webinaires qui vous seront proposés. À très bientôt à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, José María. Au revoir.